Nous interrompons cette séance sur les métropoles. Place au direct. Bonjour à tous. Il est bientôt midi. Édition spéciale sur les chaînes parlementaires pour suivre le discours de François Hollande à l'occasion du 55e anniversaire de la Constitution. Vous le voyez sur ces images en direct du Conseil constitutionnel. Le président de la République qui ne devrait pas tarder à faire son entrée dans cette salle du Conseil constitutionnel. Il est attendu d'une minute à l'autre. Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, est déjà arrivé, ainsi que la garde des Sceaux, Christiane Taubira. C'est Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel, qui va donc accueillir le président de la République, François Hollande, dans quelques minutes. Puis les deux hommes s'entretiendront quelques minutes et ils prononceront ensuite tous deux un discours que vous pourrez suivre bien sûr en direct sur les chaînes parlementaires. Et pour commenter ces cérémonies marquant ce 55e anniversaire de la Constitution, la constitutionnaliste Anne Levade est sur ce plateau. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, Jean-Louis Debré a décidé de marquer de façon retentissante ce 55e anniversaire de la Constitution. Et c'est lui qui a organisé ces cérémonies qui réunissent plus de 200 personnalités marquantes de la Ve République. Oui, c'est vrai que Jean-Louis Debré, dont on sait, j'allais dire, le lien familial quasiment avec la Constitution, puisque son père en était largement le co-auteur. Voilà. On sait que Jean-Louis Debré est très attaché à ces moments de commémoration de la Constitution. Déjà à l'occasion du 50e anniversaire de la Constitution, il y a 5 ans, il y avait une manifestation très importante, à l'occasion de laquelle d'ailleurs s'était exprimé le chef de l'État de l'époque. Et c'est vrai que là, pour les 55 ans, c'est effectivement un signe assez fort que le Conseil constitutionnel invite le chef de l'État et tous les anciens, alors j'allais dire chefs d'État, mais a priori ils n'y sont pas et ils sont encore membres de droit du Conseil constitutionnel, mais membres du gouvernement de la Ve République. Alors, vous l'avez dit, Jean-Louis Debré a déjà fait des commémorations, mais un discours d'un président de la République au Conseil constitutionnel, c'est un événement significatif. Alors, c'est un événement significatif, ça n'est pas tout à fait une nouveauté, puisque Nicolas Sarkozy, à l'occasion de l'entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité, s'était rendu au Conseil et avait prononcé un discours, parce que c'était une réforme importante. Mais là, c'est vrai que ça montre très clairement la place très significative aujourd'hui du Conseil constitutionnel dans l'équilibre institutionnel. Je pense que personne n'aurait imaginé en 1958 que cette institution un peu curieuse que l'on créait sans trop savoir ce que l'on allait en faire deviendrait si importante que aujourd'hui le président de la République s'y déplacerait pour donner ce qu'on peut imaginer être sa vision du régime à la fois pour le passé et l'avenir. Alors, vous le voyez sur ce pupitre, le chef de l'État va donc prendre la parole dans quelques instants. Il prend la parole à un moment où on parle beaucoup du pacte républicain. François Hollande qui envisage d'ailleurs de s'exprimer sur le sujet, on ne sait pas exactement quand. Est-ce que ce discours au Conseil constitutionnel peut être l'occasion d'en parler ? Alors, ça peut être l'occasion d'en parler. D'abord, il faut savoir ce qu'on entend par pacte républicain. Parce que d'une certaine manière, parler de pacte républicain, ça peut avoir une double signification. Il peut y avoir des enjeux institutionnels, d'équilibre interne entre les institutions constitutionnelles. Et on sait bien qu'il y a des débats, j'allais dire éternels, mais d'une certaine manière de nouveau dans l'actualité, sur l'équilibre entre le Parlement et l'exécutif, au sein de l'exécutif, entre le président et le Premier ministre, etc. Mais le pacte républicain, c'est aussi des questions substantielles, c'est-à-dire les grands principes structurants de notre République, au sens, j'allais dire, plus politique du terme, le fait que nous sommes une République indivisible, laïque, démocratique et sociale, pour prendre les termes de la Constitution, et par exemple, la question de l'indivisibilité et de l'organisation décentralisée de la République qui est constitutionnalisée au moment où on débat du texte sur les métropoles, de réformes possibles de la décentralisation, c'est évidemment aussi un sujet d'actualité. Alors tout ça pour dire que je pense qu'on est quand même là, pour ce 55e anniversaire, dans une logique, j'allais dire, de commémoration, d'anniversaire. Donc je ne sais pas si c'est forcément l'occasion de délivrer un message sur les principes substantiels de ce qu'on appelle classiquement le pacte républicain. Cela dit, on nous annonce un discours assez long. Donc, 30 à 40 minutes. Voilà, sans doute, le président de la République pourra à cette occasion très librement évoquer tous les volets. Il s'exprime aussi à un moment où les couacs au sein du gouvernement se multiplient. Est-ce qu'il peut en profiter pour réaffirmer l'autorité du président ?
Alors, la manière déjà dont il prononcera ce discours, j'allais dire y compris d'un point de vue formel et les axes qu'il retiendra, seront forcément un signe. Ensuite, je n'imagine pas qu'il rentre dans le détail, sauf peut-être sur le mode de la plaisanterie, parce que malgré tout, l'occasion est solennelle. Et donc, ce n'est peut-être pas le lieu idéal. Alors, on le voit sur ces images, François Hollande qui vient donc de faire son entrée dans cette salle du Conseil constitutionnel en compagnie de Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel. Les deux hommes qui vont donc prononcer un discours dans quelques minutes. Alors, Jean-Louis Debré, Anne Levade, le président du Conseil constitutionnel, le fils du père de la Constitution, il a vraiment fait évoluer ce rôle du Conseil constitutionnel. Jean-Louis Debré est arrivé à la présidence du Conseil constitutionnel en 2007 à un moment véritablement clé, j'allais dire, de l'histoire du Conseil, puisque il faut rappeler que c'est en 2007 qu'a été engagée une réflexion sur la réforme de la Constitution, que c'est en 2008 qu'a été voté le principe d'une question prioritaire de constitutionnalité. Donc pour la première fois en France, et ça n'est pas rien dans notre tradition constitutionnelle, un contrôle de la loi en vigueur. Et cette réforme est entré en vigueur effectivement en 2010, le 1er mars 2010. Donc il a à la fois porté le processus de mise en œuvre de cette réforme, il a beaucoup contribué, j'allais dire au bon sens du terme, à sa médiatisation, c'est-à-dire qu'il est allé, y compris dans tous les barreaux de France, pour expliquer aux avocats qu'il pourrait plaider devant le Conseil constitutionnel sur des questions de constitutionnalité. Et on voit bien, on en est aujourd'hui à près de 350 décisions sur le sujet, on voit bien que ce sont véritablement... Monsieur le Président de la République. Voilà, Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel, qui prend la parole à l'instant. Un discours à suivre en direct sur les chaînes parlementaires. Anniversaire de la Constitution du 4 octobre 1958. Il me permet de vous accueillir au Conseil constitutionnel pour présider cette manifestation. Je vous en suis très reconnaissant. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les anciens Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, chers amis, votre présence à tous ici ce matin au Conseil constitutionnel pour cette rencontre républicaine est le témoignage de l'importance que vous accordez à notre Constitution et au Conseil constitutionnel dont la mission, confiée par le Constituant, est précisément de veiller à la conformité des lois à la Constitution et aux droits et libertés qui sont constitutionnellement garantis. Notre Constitution a 55 ans. Elle a traversé ces années et résisté aux vicissitudes de notre vie politique. Elle s'est adaptée aux crises, aux alternances et aux cohabitations politiques. 7 présidents de la République, 19 premiers ministres, 579 ministres ont été les artisans de sa bonne application. Une bonne constitution ne peut suffire à faire le bonheur d'une nation. Une mauvaise constitution peut entraîner son malheur, avec coutume de dire le regretté professeur Guy Carcassonne. La Constitution de la Ve République est à coup sûr une bonne Constitution. Il convient d'en prendre soin, de n'y toucher qu'avec précaution et réflexion, et éviter de retomber dans les errements d'hier. L'ambition des constituants fut de remédier aux défauts et aux dérives institutionnelles qui ont miné la Quatrième République et finalement entraîné son effondrement politique. C'est pour corriger nombre de ces défauts et éviter certaines de ces dérives que s'explique d'ailleurs la création du Conseil constitutionnel. Car vous le savez, à l'origine, le Conseil constitutionnel devait veiller au respect de nouvelles règles présidant au rapport entre l'exécutif et le législatif et statuer sur le contentieux des élections parlementaires, justement pour éviter les errements antérieurs qui avaient miné la vie politique de la Quatrième République. Le Conseil a rempli dès l'origine ses 2 missions et il continue à le faire. Le contentieux électoral n'a pas connu de modification majeure, si ce n'est le nombre accru de requêtes.
Le Conseil a été saisi en 2012 de 108 réclamations à la suite des élections législatives. Nous avons eu aussi à connaître en 2012 et en 2003 238 saisines de la Commission des comptes de campagne et des financements politiques. Mais au fil de ces 55 années, le Conseil a vu sa place dans notre architecture institutionnelle profondément se transformer. La principale innovation en 1958, et depuis 1958, tient au développement d'un contrôle par le Conseil de la loi. En 1971, pour assurer ce contrôle, le Conseil a donné pleine valeur à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au préambule de la Constitution de 1946. En 1974, le Constituant a permis la saisine de notre institution pour donner des droits à l'opposition par 60 députés ou 60 sénateurs. Et à la suite de ces deux étapes, le rôle du Conseil s'est notamment développé car les parlementaires ont pleinement exercé leur nouveau pouvoir de saisine. Le Conseil a ainsi rendu en 55 ans 674 décisions dans le cadre du contrôle de la loi a priori. Et puis il y a eu la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui permet désormais au Conseil d'être saisi à l'occasion d'une instance en cours par le biais de la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Depuis le 1er mars 2010, le Conseil a été saisi de 355 QPC qu'il a toutes traitées en moins de 3 mois. Ainsi, en 3 ans et demi, il a, avec les décisions de contrôle a priori et a posteriori, rendu environ la moitié des décisions que le Conseil avait rendues pendant 50 ans. La QPC a permis une vague de progrès de l'état de droit sans précédent dans notre pays depuis des dizaines d'années. Ce mouvement a concerné toutes les branches du droit et de très nombreuses dispositions générales ou ponctuelles. Ainsi, en 3 ans, le Conseil a rendu 116 décisions de non-conformité totale ou partielle ou de censure, soit 40% de ces décisions en QPC. Ce sont donc 116 dispositions législatives qui ont cessé de produire leurs effets parce que nous les avons jugées contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le Conseil a donc su répondre aux défis de la QPC et le Conseil a trouvé sa nouvelle place. Il est la juridiction en France chargée de statuer sur la conformité de la loi, de toutes les lois, à la Constitution et de protéger les droits et les garanties constitutionnellement garantis. Il entend poursuivre sereinement sa mission. Mais juge constitutionnel, le Conseil veille, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, à rappeler qu'il n'a pas le même pouvoir d'appréciation que le Parlement. Il l'a encore redit lors de la décision du 17 mai 2013 relative à la loi du mariage pour tous. De même, la Constitution ouvre au Conseil la possibilité, après une censure en QPC, de donner un délai au Parlement pour légiférer et pour remédier à l'inconstitutionnalité. Nous utilisons fréquemment cette possibilité. Après 55 ans, le Conseil est donc pleinement installé dans la République. Et sa place est essentielle dans nos institutions. Cette réussite est celle des 72 membres nommés au Conseil depuis 1959. Ils ont construit le Conseil, établi son autorité. Ils ont tous été animés du même idéal de la défense des droits et des libertés. Tous se sont rassemblés au service des valeurs communes qui sont nos valeurs, ce sont les valeurs républicaines. Plus que jamais, cette maison est donc celle de la République. C'est donc aussi la vôtre, vous tous qui avez été membres de l'un des 37 gouvernements de la Ve République. Merci de votre présence. Nous sommes 205 ministres
ou anciens ministres sur les 384 encore en vie. Monsieur le Président de la République, vous veillez au respect de notre Constitution, au bon fonctionnement des pouvoirs publics. Nous avons conscience, parfaitement conscience, des difficultés de votre mission face au réflexe bien français de vouloir toujours modifier notre Constitution. Certes, il faut le modifier quand c'est nécessaire, mais je crois qu'il faut aussi faire attention, car contrairement à d'autres pays, nous avons une tradition qui est une tradition qui crée une instabilité juridique. Donc nous comptons sur vous, Monsieur le Président, pour veiller sur notre Constitution, et nous vous remercions une nouvelle fois d'être ici. C'est le signe de l'attachement que vous portez au Conseil, aux droits et libertés et à la République. Je vous remercie. Madame, Messieurs les Premiers ministres, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président, vous avez pris une initiative exceptionnelle, audacieuse et en même temps parfaitement symbolique de l'esprit qui est le vôtre. En réunissant les ministres et anciens ministres qui ont servi sous la Ve République, vous avez voulu démontrer une seule chose, que, au-delà de la diversité des personnalités, nos institutions ont permis aux principales formations politiques républicaines de servir, chacune à leur tour, notre pays. La Constitution de 1958 n'était pas forcément promise à cette longévité. D'abord, elle était la 15e depuis la Révolution. Elle a eu de bons auteurs, vous les connaissez, mais elle était née d'une circonstance, l'effondrement d'un régime, celui des assemblées, dans la crise algérienne, et d'une volonté, celle du général de Gaulle. Et pourtant, 55 ans après, elle est toujours là. La constance l'a emporté sur la circonstance et le texte a duré au-delà du contexte. Et elle a été servie par ceux-là même qui l'avaient le plus contestée. La Constitution de 1958 n'était pas une rupture aussi forte que certains le proclamaient ou que d'autres le craignaient. Certes, elle changeait les institutions en donnant au chef de l'État une prééminence dans l'exécutif et en limitant les droits du Parlement. Mais elle s'inscrivait en continuité avec les principes des républiques qui l'avaient précédée. Elle se référait explicitement, et Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au préambule de la Constitution de 1946. Or, ces deux textes ont pris rang en 1971 par une décision majeure du Conseil constitutionnel dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Ce fut d'ailleurs une révision qui n'a jamais dit son nom, mais elle a indirectement fait de la loi fondamentale un véritable levier pour les libertés. Car les principes qui sont posés s'imposent à tous et loin d'être intangibles, ils sont vivants et ils permettent de répondre aux questions les plus sensibles, les plus actuelles et parfois les plus brûlantes. C'est d'abord la souveraineté du peuple dont les élus procèdent et devant lequel l'autorité politique doit rendre des comptes, ce qui pourrait justifier la réforme des immunités et des juridictions d'exception. C'est le principe d'égalité, c'est-à-dire le refus de toute distinction fondée sur l'origine, la fortune ou la naissance, et qui appelle aujourd'hui des politiques qui vont au-delà de la seule redistribution. C'est l'égalité entre les femmes et les hommes,
à laquelle la parité a donné une nouvelle traduction pour tous les scrutins. C'est la laïcité qui assure le libre exercice des cultes, mais exige la neutralité de l'État, entendue au sens où elle doit s'appliquer strictement à l'ensemble des services publics, dans le cadre du respect des règles communes. C'est l'indivisibilité de la République, dans la diversité des territoires, qu'autorisent les lois de décentralisation. C'est le droit du travail, à travers la loi, mais aussi la reconnaissance du dialogue social. C'est le droit à la sûreté, qui reste la condition d'exercice de toutes les libertés. C'est le droit d'asile, reconnu à tout homme persécuté en raison de sa liberté, et qui doit trouver une réponse rapide pour avoir tout son sens. D'autres principes se sont ajoutés à mesure que l'évolution de la société française les rendait indispensables. Je pense au principe de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement ou de dégradation. Vous avez rappelé, à l'occasion de l'examen des lois bioéthiques en 1994, votre Conseil, que c'était un objectif à valeur constitutionnelle. Je pense aussi à la protection de l'environnement, qui est venue, là aussi, après une reconnaissance constitutionnelle et qui oblige les pouvoirs publics à en tenir compte dans toutes leurs décisions. Je pense au droit à un logement décent aussi, qui fait figure d'obligation, au respect de la vie privée, principe énoncé en 1995 et qui sera amené à se déployer avec le développement du numérique et de la nécessaire, indispensable même, protection des données personnelles. La Constitution est le socle des valeurs fondamentales, celles d'hier, celles d'aujourd'hui et celles de demain. C'est ce que le Conseil constitutionnel a défini en exprimant l'identité constitutionnelle de la France. Le Conseil en est le gardien. Ce fut l'une des novations de la Constitution de 1958. Je rappelle que ni la troisième, ni même la quatrième, c'était une forme qui n'avait pas de consistance, ne disposait d'un juge doté des compétences nécessaires pour faire respecter les droits énoncés par la loi fondamentale. Le Conseil, disons les choses franchement, avait été conçu pour limiter les droits des assemblées. Il y est d'ailleurs parvenu, mais il est devenu bien plus que cela. Il est aujourd'hui la plus haute juridiction chargée de protéger les libertés. Cette évolution ne s'est pas faite contre le Parlement. Elle a été voulue, je ne dis pas consentie, mais acceptée par lui. C'est le Parlement qui a ouvert progressivement la saisine du Conseil constitutionnel, d'abord à lui-même, puis ensuite à tous les citoyens. Cet élargissement du contrôle, de constitutionnaliser, supposait que l'institution ait une sagesse, une grande sagesse, celle de ne pas se substituer au législateur et de ne pas confondre le respect d'un droit dont elle est garante et les options politiques décidées par les élus de la nation, comme le suffrage universel leur a donné mandat. Cette sagesse, vous l'avez démontré. Mais la Constitution de 1958, c'est d'abord une organisation des pouvoirs publics. Convenons que celle de 1958 aura fait la preuve de sa solidité, mais aussi de sa plasticité. Je ne commettrai pas, à l'égard de la 4e République, l'injustice, pour ne pas dire l'ingratitude si répandue, qui consiste à en oublier les acquis. Il y en eut. C'est à cette République que l'on doit d'avoir permis la reconstruction de la France. Mais elle avait un vice sans doute originel, même si celui des personnes s'y est ajouté. Ce vice, c'est qu'il n'assurait pas la stabilité et donc la durée.
La Ve République, elle, est née d'une ambiguïté, ce qui parfois fait une force. Certains de ses auteurs pensaient qu'un régime parlementaire rationalisé avait été ainsi institué. D'autres avaient l'espoir que c'était une république clairement présidentielle qui avait été installée. La décision d'élire le chef de l'État au suffrage universel en 1962 allait dans ce sens. Et pourtant, la pratique a forgé, vous avez cité l'expression du regretté Guy Carcassonne, un régime parlementaire à direction présidentielle. C'est ce qui a permis à ces institutions de s'adapter, car elles ont bien résisté au choc, traversé d'abord la décolonisation, affronté des guerres, il y en a eu, surmonté des crises politiques. Elles ont aussi, ces institutions, relevé bien des défis, accompagné la construction européenne, assuré dans la sérénité les alternances, vécu des cohabitations inédites, soit par leur répétition, soit par leur durée. Et la Constitution a également été capable d'évoluer. J'ai bien entendu vos réserves, mais vous n'aviez pas été sans doute suffisamment convaincant à l'époque, puisque la Constitution a été révisée 24 fois depuis 1958. Et si je puis m'exprimer ainsi, c'est une œuvre ou une responsabilité partagée et dont nous n'avons pas à nous plaindre. Par exemple, l'ouverture de la saisine du Conseil constitutionnel en 1974 fut adoptée à l'initiative du président Giscard d'Estaing. Le quinquennat est le fruit d'un accord entre Jacques Chirac et Lionel Jospin en 2000. La question prioritaire de constitutionnalité fut proposée par François Mitterrand en 1989 et il fallut attendre 20 ans pour que cette introduction de la QPC puisse être rendue possible durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Cette modernisation de nos institutions n'est pas achevée. Et j'estime même nécessaire de la poursuivre, sans forcément qu'il soit toujours compréhensible de modifier la Constitution. Mais nous avons à mieux garantir l'indépendance de la justice, à faire en sorte que tous les Français se reconnaissent davantage dans la République. Perfectionner les institutions relève de la responsabilité du Parlement, de la majorité comme de l'opposition. Je devrais dire ici des majorités comme des oppositions, de l'Assemblée nationale comme du Sénat. Il y faut une majorité des 3/5 pour changer notre loi fondamentale. Et il faut aussi des majorités pour adopter des lois organiques. Sauf à recourir au référendum si la question justifie, de la part du chef de l'État, d'en appeler à l'arbitrage du peuple français. Mesdames et messieurs, je n'ai jamais été favorable à une 6e République. Ce fut longtemps un débat, y compris lorsque j'exerçais d'autres fonctions. Et je ne le dis pas parce que je suis devenu président de la République, car je n'ai jamais pensé qu'il serait possible d'en terminer avec l'élection du chef de l'État au suffrage universel. Les Français y sont légitimement attachés. J'ajoute, car ça a pu faire débat ces dernières semaines, que les prérogatives du président de la République ne sont pas des privilèges, sont en définitive des moyens d'assurer la défense de la France, de nos valeurs, de nos idéaux, et de permettre l'influence de notre politique extérieure dans le monde. Le quinquennat a changé bien davantage que le rythme de notre vie politique, même si ça, c'est incontestable. Aussitôt élus, aussitôt, certains pensent déjà à l'élection suivante. Je parle de ceux qui n'ont pas été nécessairement élus. Le quinquennat a changé de rythme, sans doute, mais il a modifié notre interprétation
et notre pratique de la Constitution. Il implique davantage le chef de l'État dans l'action de l'exécutif, dans le rapport avec la majorité, au risque de la confusion. C'est pourquoi des règles nouvelles doivent être introduites pour permettre un renforcement des contre-pouvoirs. Chacun doit prendre conscience de la période que nous traversons. Un doute, et il n'est pas nouveau, s'est installé sur la capacité de nos institutions à bien représenter la société française dans toute sa diversité. Mais également, il y a une aspiration à changer les pratiques et à accélérer la prise des décisions. C'est le sens des réformes que j'ai proposées et qui ne sont d'ailleurs pas de nature constitutionnelle. D'abord, la limitation du cumul des mandats. Elle permettra aux élus concernés de se consacrer pleinement à leurs fonctions. Mais elle contribuera aussi à renforcer les droits du Parlement, ce qui supposera l'extension de ses pouvoirs budgétaires, l'élargissement de son contrôle sur les nominations et le renforcement de ses liens avec les organismes d'évaluation ou de prospective. Deuxième illustration, la modernisation de la vie politique, c'est-à-dire ce qu'on appelle, c'est toujours risqué, l'exemplarité. La démocratie repose sur la confiance, donc sur la transparence, afin d'éviter les conflits d'intérêts et là encore les confusions dans les activités. La France n'est pas forcément en retard, mais elle n'est pas non plus en avance. J'estime que le rétablissement du lien civique est à ce prix, même s'il est exigeant. Je crois également nécessaire de mieux associer les citoyens à la vie publique. La révision constitutionnelle de 2008 avait prévu le référendum d'initiative populaire. La loi organique permettant l'application de cette mesure n'a toujours pas été adoptée. J'ai demandé au gouvernement de soumettre un projet au Parlement avant la fin de l'année. La démocratie, c'est également la lisibilité de l'action publique par les citoyens. La Ve République avait pour fondement la limitation du domaine de la loi. Et c'était une bonne innovation à l'époque. Mais elle n'a pas su empêcher la prolifération des textes. On a limité le domaine, mais on a multiplié les initiatives gouvernementales ou parlementaires. Chaque année, une cinquantaine de lois sont votées, auxquelles s'ajoutent plus de 1500 décrets réglementaires. Le choc de simplification, c'est d'abord un choc qui doit aboutir à la retenue du côté de la proposition législative. J'ai donc posé une règle, toute création d'une norme nouvelle devra désormais être accompagnée de la suppression d'une autre. Ce qui n'est pas d'ailleurs tout à fait nouveau comme annonce, ce qui suppose d'avoir un certain principe d'effectivité. Enfin, la démocratie s'enrichit du respect des corps intermédiaires. L'une des assemblées prévues par notre Constitution pour les représenter, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Je salue son président. C'est la France du travail, de la jeunesse, des associations qui se retrouvent dans cette assemblée du temps long. C'est l'un des lieux où s'élabore, souvent discrètement, le débat public. Je souhaite que le Conseil soit davantage consulté avant les principaux projets de loi, qu'il prenne lui-même des initiatives et qu'il soit associé à l'élaboration de la stratégie à 10 ans pour la France. Monsieur le Président, la Constitution n'est jamais finie. Elle est, pour reprendre une expression de Georges Clemenceau, une création continue. Je ne suis pas sûr qu'il pensait à cette époque à la Constitution, mais aux institutions. Et toutes les composantes de la société doivent y contribuer. Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement ou des gouvernements de la Ve République, vous êtes ici rassemblés. Je reconnais vos visages. Vous vous êtes parfois combattus avec énergie. Vous êtes en cet instant côte à côte pour célébrer, à l'initiative du président Debré, l'anniversaire de la Constitution de notre pays. Vous avez encore des points de vue différents, y compris sur le texte fondamental. Mais en cette circonstance, vous n'oubliez rien
de ce qui fait votre identité politique et en même temps, vous affirmez ce qui vous réunit tous, ce qui nous rassemble tous, c'est-à-dire le service du peuple français, l'attachement à l'intérêt général, l'esprit public et pour vous, la fierté d'avoir fait l'histoire de notre pays. Et encore aujourd'hui, la France a besoin de se rassembler sur l'essentiel. Elle se divise sur suffisamment de sujets pour revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, en ces moments, ce sont nos valeurs, ce sont nos principes, ce sont nos institutions. En un mot, c'est la République. Merci. Voilà, vous avez donc suivi en direct sur les chaînes parlementaires les discours de Jean-Louis Debré et de François Hollande à l'occasion du 55e anniversaire de la Constitution. La constitutionnaliste Anne Levade est toujours avec nous sur ce plateau. Alors, François Hollande qui a conclu son discours en disant « La France se divise sur assez de choses, elle a besoin de se rassembler et ce qui la rassemble, ce sont ses valeurs et c'est la République ». Oui, je trouve que les deux discours que l'on a entendus successivement ont finalement ce point commun de mettre en avant l'apaisement qu'a apporté la Constitution de 1958. C'est très vrai. Alors, il y a eu beaucoup de chiffres dans les deux discours qui ont été donnés. On va évidemment pas tous les reprendre, mais je pense qu'il y a un point qui est intéressant, c'est que ces chiffres, et notamment le nombre de régimes qu'a connu la France depuis 1789, montre, c'est très particulier à la France cette situation, que nous avons toujours cherché le régime idéal, sans jamais le trouver parce qu'il n'existe pas, évidemment. Et d'une certaine manière, les deux discours qui ont été faits à l'instant montrent que la Ve République aura eu cette vertu, que tout le monde lui reconnaît, d'avoir permis que la France soit gouvernée. Ça a été dit par des gouvernements de couleurs politiques différentes, avec même des périodes de cohabitation dont personne n'aurait imaginé en 1958 qu'elles puissent arriver. Et finalement, elle a pacifié d'une certaine manière le jeu politique et donc le jeu social. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'idée de Jean-Louis Debré de réunir au Conseil constitutionnel, forcément d'anciens adversaires politiques, même parfois des adversaires politiques actuels, puisque un certain nombre d'anciens ministres ou anciens premiers ministres de la Ve République sont encore et très largement dans le jeu politique. C'est un symbole, c'est le symbole effectivement de l'unité autour de valeurs, d'une certaine conception de la République et finalement d'un certain modèle institutionnel qui pourtant à ses débuts était très décrié. Et puis Jean-Louis Debré et François Hollande ont tous les deux insisté sur la longévité de cette Constitution. Une Constitution qui, à sa création en 1958, on pensait qu'elle ne durerait pas, qu'elle était uniquement taillée pour le général de Gaulle. Et 55 ans après, elle est encore là. Oui, alors c'est pas tout à fait encore la plus longue de notre histoire, puisque la Troisième République la dépasse, mais avec quand même, on le sait, notamment la période de la Première Guerre mondiale au milieu. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la plus longue sur une période, j'allais dire, stable, c'est-à-dire une période pendant laquelle, hormis au tout début, bien sûr, la guerre d'Algérie, nous avons connu une période de paix extrêmement longue. Et c'est vrai que cette constitution, elle a été voulue, rédigée dans un temps record, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'entre l'arrivée au pouvoir, le retour au pouvoir du général de Gaulle, début juin 1958, et l'entrée en vigueur de la Constitution, finalement, ne se déroule que quelques mois, eh bien, ce texte, qui était, disaient certains, conjoncturel, un texte qui permettait à De Gaulle de faire ce qu'il voulait, était finalement, le mot a été utilisé, et c'est un terme qu'utilisent souvent les constitutionnalistes, très plastique, très adaptable. On sait que parmi ses plus grands détracteurs, il y avait François Mitterrand, qui est sans doute... Et finalement, c'est parfaitement coulé dans le moule. Hein. Voilà, non seulement il s'est bien coulé dans le moule, mais on dit même parfois que c'est lui qui a expérimenté finalement les deux formes presque extrêmes d'application de cette Constitution, puisqu'il a connu deux périodes de concordance des majorités, assez différentes, puisqu'une première période de concordance immédiatement au début de son premier mandat, avec, j'allais dire, le souffle de l'alternance en 1981, et donc des choix politiques très clairs.
Ensuite, sa réélection en 88, c'est un peu différent, puisqu'on sait qu'il prend à ce moment-là comme Premier ministre quelqu'un, Michel Rocard, dont il ne veut pas qu'il soit forcément très présent sur la scène socialiste. Et puis 2 périodes de cohabitation qui l'amènent à se rétracter en quelque sorte sur la fonction présidentielle dans son épure. Donc c'est vrai que même ceux qui étaient très hostiles au régime en ont d'une certaine manière reconnu les vertus. Et puis c'est une constitution, hein, François Hollande l'indique, qui a une double nature. Hein. Quand elle a été créée, elle était à la fois parlementaire, ça c'était plus la volonté de Michel Debré, et d'un autre côté une constitution présidentielle. C'était le général de Gaulle qui voulait un chef d'État fort au-dessus des partis. Est-ce que finalement c'est pas cette dualité qui permet aujourd'hui à la Constitution de fêter son 55e anniversaire ? Alors, peut-être juste une petite précision. Notre régime est fondamentalement parlementaire. Dire qu'il est en même temps présidentiel, il est plutôt présidentialisé, puisque sinon les 2 modèles sont totalement incompatibles. Et d'ailleurs, j'ai observé que dans le discours de François Hollande, il a mis l'accent, ce qui n'est pas très habituel dans sa bouche et de manière générale dans la bouche d'un homme politique de gauche, il a mis l'accent sur la prééminence du président de la République dans l'exécutif. Alors qu'on sait que traditionnellement, les socialistes sont plutôt, sans forcément aller jusqu'à la 6e République, favorables à un système, on dit parfois primo-ministériel, où c'est le chef du gouvernement qui joue un rôle important. Ce qui est sûr, c'est que dans la culture constitutionnelle française, sans aucun doute, cette tension entre d'un côté le respect de la souveraineté du peuple qui s'incarne d'abord dans le Parlement et d'autre part le rôle de ce que certains ont appelé un monarque républicain, c'est-à-dire le président de la République, a fortiori depuis qu'il est élu au suffrage universel direct, eh bien c'est un équilibre qui nous convient. Il faut dire aussi que ça joue beaucoup la culture propre de chaque État. Il y a un certain nombre d'États en Europe qui ont un schéma institutionnel pas très différent du nôtre. Je pense au Portugal, mais je pense aussi à près de 15 États européens qui élisent au suffrage universel direct leur président de la République. Pourtant, ça ne se traduit pas du tout de la même manière dans le fonctionnement et dans les équilibres politiques. Un mot sur le Conseil constitutionnel, puisque Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel, en a bien évidemment longuement parlé dans son discours. Dernièrement, le Conseil constitutionnel a rendu des décisions au fort retentissement médiatique et politique. On pense à l'annulation de la taxe à 75%, à la mesure phare de François Hollande, à l'invalidation des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy juste avant l'été. Est-ce qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a trop de pouvoir ? Alors, trop de pouvoir, je dirais, ça n'a pas forcément grand sens dans la mesure où il exerce les compétences qui sont les siennes d'une manière qui est juridiquement rigoureuse. Ça a été dit à plusieurs reprises et je crois que c'est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel a vu étendre ses compétences par la dernière réforme. Il a, jusqu'à ce jour, toujours fait la preuve de ce que ses raisonnements et ses décisions étaient tout à fait juridiques. Après, ce qu'il faut préciser, c'est que depuis 2008, le Conseil constitutionnel est saisi différemment. Je ne parle pas que de la question prioritaire de constitutionnalité. Il est saisi différemment dans la mesure où, d'abord, il peut être saisi sur des textes en vigueur et bien évidemment dans les premiers mois d'application de la réforme, il y a un certain nombre de décisions retentissantes qui ont été adoptées tout simplement parce qu'il y avait des textes dont on savait depuis longtemps qu'ils pouvaient poser difficulté. Je pense à la garde à vue ou des sujets comme cela. La deuxième chose, c'est que cette modification du contrôle de constitutionnalité fait que les interrogations sur la constitutionnalité des textes sont désormais présentes dans les hémicycles. Ça, c'est très nouveau. C'est-à-dire que les parlementaires ne se sont jamais posé autant la question lors du débat parlementaire de savoir si leur texte courait le risque d'être censuré. C'est une nouvelle arme maintenant dans le débat parlementaire, la saisie du Conseil constitutionnel. Et du coup, ça conduit aussi à ce qu'on saisisse le Conseil constitutionnel avant l'entrée en vigueur des lois différemment pour en quelque sorte déminer. C'est ce qu'on a fait sur le texte sur le mariage pour tous. C'est ce qu'on a fait auparavant sur, par exemple, la loi sur l'interdiction de la dissimulation du visage, c'est-à-dire, ou sur le génocide arménien. Ce sont des textes pour lesquels on veut avoir ce que j'appellerais un brevet de constitutionnalité, parce que, évidemment, on a pris conscience de la gravité d'avoir un texte contraire à la Constitution dans l'ordonnancement juridique. Dernière question, Anne Levade, avant de conclure. François Hollande envisageait une modification de la Constitution pendant l'été. Elle n'a pas eu lieu. Est-ce que, selon vous, une réforme constitutionnelle est possible avant la fin de son quinquennat ? Alors, il en envisageait même plusieurs, et il en envisageait même une en particulier qui devait concerner le Conseil constitutionnel, suppression des anciens présidents comme membres de droit, peut-être changement de dénomination, modification des nominations, etc. Les réformes constitutionnelles, l'expérience montre qu'il faut les faire en début de mandat.
Il faut les faire en début de mandat parce que c'est le moment où la majorité est la plus forte et comme on le sait, il faut une majorité des 3/5 au Congrès, ce qui est toujours difficile à obtenir. On se souvient qu'en 2008, Nicolas Sarkozy l'avait obtenu à 2 voix près. Évidemment, plus le temps passe... les élections intermédiaires arrivent et plus c'est compliqué. Alors, il a quand même évoqué le fait qu'on pouvait en appeler au peuple par voie de référendum. Je ne suis pas certaine que, là encore, il estimerait que ça correspond à des enjeux qui le justifient. Ce qui en revanche est significatif, et je termine d'un mot là-dessus, c'est qu'il y a quand même des réformes institutionnelles qui sont menées et qui, sans être constitutionnelles, peuvent conduire à des changements dans la mise en application de la Constitution. Certaines ont été citées, non cumul. J'allais dire que certaines ont presque été annoncées, puisque François Hollande a parlé notamment du renforcement du pouvoir du Parlement sur les nominations. Bref, aller plus loin sur certains sujets, renforcement du pouvoir budgétaire, de l'évaluation. Peut-être a-t-il à l'esprit des textes pour aller dans le sens de l'approfondissement des pouvoirs du Parlement. On suivra tout ça. Merci beaucoup Anne Levade d'avoir été sur notre plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous 14 h, le journal Brigitte Boucher, et 14 h 45, vous suivrez en direct les questions d'actualité au gouvernement, au Sénat avec Perrine Tarnaud. Très bonne journée à tous sur les chaînes parlementaires.